Dans le brouillard dense de novembre 1889, la brasserie Nozay exhalait une vapeur noire qui ne ressemblait à aucune autre fumée d'usine. Elle sentait le malt brûlé, le fer et quelque chose de plus ancien, quelque chose que les ouvriers ne nommaient jamais, mais que tous reconnaissaient au fond de leur gorge quand ils passaient devant les grilles de fer forgé. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. C'est l'histoire d'une famille respectée, d'une bière que tout le monde buvait, et de corps qui ont disparu sans que personne ne pose de questions. Parce que dans cette ville du nord de la France, poser des questions, c'était perdre son travail. Et perdre son travail, c'était mourir de faim. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Théodore Lacombe avait 23 ans quand il revint à Roubaix. 4 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait fui cette ville industrielle, aux façades de briques rouges noircies par la suie, aux ruelles pavées, où le charbon écrasé formait une pâte grasse sous les semelles. Il était parti pour échapper à la misère, pour trouver du travail à Lyon, pour oublier le visage de son père disparu une nuit de décembre 1885. Mais la misère l'avait rattrapé là-bas aussi, et maintenant il revenait, une lettre froissée dans la poche de sa veste élimée, une lettre de sa mère qui disait simplement « Ils embauchent à la brasserie, reviens ». Le train avait craché Théodore sur le quai de la gare à l'aube, dans cette lumière grise qui ne devenait jamais vraiment jour en hiver. Les toits des usines formaient une ligne dentelée contre le ciel bas, et partout montait la fumée, des filatures, des forges, des teintureries et de la brasserie Nozay qui dominait le quartier ouvrier comme une cathédrale sombre dédiée à un culte que personne ne comprenait vraiment. Théodore connaissait le chemin par cœur, rue de la Fosse, rue du Moulin, puis la longue avenue des usines où s'alignaient les logements ouvriers aux fenêtres étroites. Sa mère habitait toujours la même chambre au 3e étage d'un immeuble sans chauffage, une pièce unique, qui sentait le chou bouilli et l'humidité. Quand il poussa la porte, elle était assise près du poêle éteint, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixé sur la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. « Tu es revenu ?» dit-elle sans se retourner. Sa voix était plate, vidée de toute inflexion. « Je savais que tu reviendrais. Ils reviennent tous. » Théodore posa son sac sur le sol fissuré. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» Elle tourna enfin la tête. Son visage avait vieilli de 10 ans en 4, les rides autour de ses yeux s'étaient creusées comme des cicatrices, et ses lèvres avaient cette teinte grisâtre qu'il avait vue chez les malades à l'hospice de Lyon. « Ton père, dit-elle simplement, ils ne t'ont jamais dit ce qui lui est arrivé. Il est mort dans un accident à la filature. C'est ce qu'on m'a dit. » Un sourire amer tordit les lèvres de sa mère. « Un accident. Oui, c'est ce qu'ils disent toujours. » Elle se leva lentement, comme si ses os étaient devenus du verre. Elle alla jusqu'à une petite armoire en bois vermoulu et en sortit une enveloppe jaunie, cachetée avec de la cire noire. « Ton père m'a laissé ça, la veille de sa disparition. Il m'a dit, si je ne reviens pas, donne ça à Théodore quand il sera assez grand pour comprendre. » Les mains de Théodore tremblaient quand il prit l'enveloppe. La cire portait un sceau qu'il reconnut immédiatement. Un N entrelacé avec un cercle brisé, le symbole de la famille Nozay. Il brisa le sceau et déplia la lettre. L'écriture de son père était nerveuse, pressée, certaines lettres à peine formées. « Mon fils, si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas eu la force de partir. La brasserie n'est pas ce qu'elle semble être. Les caves. Il y a quelque chose dans les caves. Quelque chose qu'ils ne veulent pas que nous voyions. Durand a disparu la semaine dernière, Leblanc le mois d'avant. Tous ceux qui descendent trop longtemps ne remontent jamais vraiment. Leurs yeux changent. Ils ne parlent plus de la même façon. Et la bière a un goût qui n'existait pas avant. Un goût de fer. Un goût de... » La lettre s'arrêtait là, la dernière phrase inachevée, comme si son père avait été interrompu ou n'avait pas eu le courage d'écrire la fin. « Tu comprends maintenant, » murmura sa mère. « Ils l'ont pris. Comme ils prennent tous ceux qui posent trop de questions. Et maintenant tu veux travailler là-bas. Tu veux finir comme lui. » Théodore replia lentement la lettre. Une colère froide montait en lui, mêlée à une peur qu'il refusait de nommer. « Je vais découvrir ce qui s'est passé. Je te le promets. » Sa mère secoua la tête. « Ne promets rien. Les promesses ne servent à rien dans cette ville. » Le lendemain matin, Théodore se présenta aux grilles de la brasserie Nozay. Le bâtiment était encore plus imposant qu'il ne s'en souvenait. 4 étages de briques sombres, des fenêtres hautes et étroites comme des meurtrières, une cheminée qui crachait en permanence cette fumée noire qui avait la texture de la suie, mais l'odeur de quelque chose d'organique, quelque chose de vivant.
Au-dessus du portail en fer, le nom Nosei était forgé en lettres gothiques, qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Un homme en costume gris attendait près du portail, un registre sous le bras. Il avait le visage étroit d'un comptable, les lunettes rondes d'un bureaucrate, et ce sourire poli et vide que Théodore avait appris à détester chez tous ceux qui avaient un peu de pouvoir sur les autres. « Théodore Lacombe ?» demanda l'homme en consultant son registre. « Oui, monsieur. Parfait, nous vous attendions. » Il ouvrit le portail sans attendre de réponse. « Je suis monsieur Bertrand, contremaître de la section de fermentation. Vous travaillerez sous mes ordres. Les horaires sont de 6 heures du matin à 8 heures du soir, 6 jours par semaine. Le salaire est de 3 francs par jour. Vous serez nourri à midi dans le réfectoire. Les règles sont simples. Ponctualité, discrétion, obéissance. Vous comprenez ce que signifie discrétion? Oui, monsieur. Le sourire de Bertrand s'élargit légèrement. Bien. Parce que la famille Nosei accorde une grande importance à la confidentialité de nos méthodes de production. Ce que vous verrez ici ne doit jamais être discuté à l'extérieur. Jamais. Des ouvriers ont été renvoyés pour moins que ça. D'autres... Il laissa la phrase en suspens, et ce silence disait plus que n'importe quel mot. Théodore suivit Bertrand à travers la cour pavée. Des charrettes tirées par des chevaux déchargeaient des sacs de malt, des tonneaux de houblon et d'autres marchandises qu'il ne reconnut pas, des caisses en bois marquées de symboles étranges, des fûts métalliques qui dégageaient une vapeur froide malgré la température ambiante. Les ouvriers qui travaillaient dans la cour ne levaient pas les yeux, ne parlaient pas entre eux. Ils bougeaient comme des automates, leurs gestes précis mais vides de toute vie. L'intérieur de la brasserie était un labyrinthe de couloirs en pierre, d'escaliers métalliques qui résonnaient sous les pas, de salles immenses où les cuves de fermentation formaient des colonnes de cuivre terne. L'air était épais, chaud, saturé d'une odeur complexe, le malt, le houblon, la levure, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de douceâtre et de métallique qui faisait penser au sang séché. « Voici votre poste », annonça Bertrand en s'arrêtant devant une série de cuves numérotées. « Vous surveillerez la température de fermentation. Toutes les heures, vous noterez les mesures dans ce registre. » Il tendit un cahier usé aux pages jaunies. « Et surtout, vous ne descendez jamais aux caves sans autorisation, jamais. C'est compris ?» Pourquoi? La question était sortie avant que Théodore ne puisse la retenir. Le visage de Bertrand se figea. Pendant un instant, quelque chose passa dans ses yeux, de la peur peut-être ou de l'avertissement. Parce que c'est la règle, et ceux qui ne respectent pas les règles. Il ne termina pas sa phrase. « Contentez-vous de faire votre travail, Lacombe, et vous vivrez assez longtemps pour toucher votre salaire. » Puis il partit, ses pas résonnant sur le métal, laissant Théodore seul parmi les cuves qui bouillonnaient doucement, comme des créatures vivantes qui respiraient dans l'obscurité. Théodore ouvrit le registre. Les pages étaient couvertes de chiffres, de dates, de noms d'ouvriers qui avaient tenu ce poste avant lui. Mais certaines lignes étaient barrées, les noms rendus illisibles par de l'encre noire épaisse, et en marge, écrit d'une main tremblante, quelqu'un avait griffonné « Ne pas boire, ne jamais boire ». Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Théodore. Quelque part dans les profondeurs de la brasserie, un bruit métallique résonna, long, creux, comme une porte qu'on referme sur quelque chose qu'on ne veut pas laisser sortir. Et pour la première fois depuis son retour, Théodore comprit que sa mère avait raison. Certaines promesses ne pouvaient pas être tenues, certaines vérités ne devaient jamais être découvertes. Mais il était trop tard pour reculer. Les jours se fondaient les uns dans les autres, comme l'encre dans l'eau sale. Théodore avait rapidement compris que la brasserie Nosei fonctionnait selon des rythmes qui n'avaient rien de naturel. Les ouvriers arrivaient avant l'aube, quand la ville était encore plongée dans le noir, et que seuls les réverbères à gaz jetaient des halos jaunâtres sur les pavés humides. Ils repartaient après la tombée de la nuit, les épaules voûtées, le regard vide, sans jamais se parler vraiment. Théodore avait essayé plusieurs fois d'engager la conversation. Avec Jules, un homme d'une 50aine d'années qui surveillait les cuves voisines des siennes. Avec Pierre, un jeune de son âge qui transportait les sacs de malt. Avec Marguerite, la seule femme qu'il voyait régulièrement, chargée de nettoyer les sols et les outils. Mais tous lui répondaient par monosyllabes, détournant les yeux comme s'il craignait d'être entendu même quand personne n'était là. Un matin de la 2e semaine, alors qu'il notait les températures dans son registre, Théodore remarqua que Jules n'était pas à son poste.
Les cuves qu'il surveillait d'habitude bouillonnaient sans surveillance, la vapeur s'échappant des soupapes dans un sifflement aigu. Théodore attendit 1 heure, puis 2. Personne ne vint remplacer Jules. À midi, dans le réfectoire, une salle basse de plafond aux murs couverts de condensation, où les ouvriers mangeaient en silence une soupe grise et du pain dur, Théodore demanda à Pierre ce qui était arrivé à Jules. Pierre leva les yeux de son bol, et Théodore vit quelque chose passer sur son visage. Une terreur pure, primitive. « Pose pas ce genre de questions, murmura Pierre, en jetant des regards nerveux autour d'eux. Pas ici, jamais ici. Mais il était là hier soir. Il a disparu comme ça? Il est descendu. La voix de Pierre n'était qu'un souffle. Ils l'ont appelé hier après-midi. Bertrand est venu le chercher. Il a dit qu'on avait besoin de lui en bas pour une réparation urgente. Jules a posé son registre et il est parti. Il n'est jamais remonté. Théodore sentit le froid se répandre dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Pierre secoua la tête violemment, repoussant son bol. Arrête. Si tu tiens à ta vie, arrête de poser des questions. Il se leva et quitta le réfectoire presque en courant, laissant sa nourriture intacte. Marguerite, assise quelques places plus loin, observait Théodore avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Elle avait une 40aine d'années, le visage marqué par les années de travail, les mains rougies par l'eau froide et les produits chimiques. Mais ses yeux étaient vifs, intelligents, et ils contenaient quelque chose que Théodore n'avait vu chez aucun autre ouvrier, de la colère. Elle se leva, ramassa son bol, et en passant près de Théodore, elle laissa tomber quelque chose sur la table, un bout de papier plié. Puis elle sortit sans se retourner. Théodore attendit quelques minutes avant de déplier le papier. L'écriture était petite, pressée. Grenier Nord, minuit, viens seul. Cette nuit-là, Théodore quitta la chambre de sa mère en silence. Les rues de Roubaix étaient désertes à cette heure, éclairées seulement par la lune qui jouait à cache-cache avec les nuages bas. La brasserie se dressait dans l'obscurité comme une forteresse médiévale, ses fenêtres noires, sa cheminée crachant toujours cette fumée épaisse qui semblait vivante. Théodore connaissait un passage que les ouvriers utilisaient parfois, une brèche dans le mur d'enceinte, cachée derrière un amoncellement de tonneaux vides. Il se glissa à travers, retenant son souffle, l'oreille tendue vers le moindre bruit. La cour était plongée dans le silence, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence d'un animal qui retient sa respiration avant de bondir. Le grenier nord se trouvait tout en haut d'une aile secondaire de la brasserie, accessible par un escalier en colimaçon si étroit que Théodore devait monter de côté. Les marches grinçaient sous ses pas, et chaque craquement lui semblait assourdissant dans le silence de la nuit. Il compta 87 marches avant d'atteindre une porte en bois déformée par l'humidité. Il poussa la porte. Le grenier était immense, encombré de caisses empilées, de vieux tonneaux, de machines rouillées dont Théodore ne comprenait pas l'usage. Une seule bougie éclairait l'espace, posée sur une caisse au centre de la pièce. Marguerite était là, enveloppée dans un châle sombre, et elle n'était pas seule. 2 autres personnes attendaient avec elle. Un vieil homme aux cheveux blancs et au dos voûté, que Théodore reconnut comme étant Auguste, l'un des ouvriers les plus anciens. Et une jeune femme d'une 20aine d'années, maigre, le visage pâle, les yeux cernés. Elle portait une robe simple et tenait contre elle un paquet enveloppé dans du tissu. « Tu es venu » dit Marguerite. Ce n'était pas une question. « Bien, parce qu'il faut que tu saches, avant qu'il soit trop tard pour toi aussi. » Théodore s'approcha de la bougie. « Qu'est-ce qui se passe ici? Où est Jules ?» Auguste cracha par terre. « Jules et tout, ils finissent tous, en bas, dans les caves. Tu sais pourquoi cette brasserie produit la meilleure bière de la région? Tu sais pourquoi tous les ouvriers la boivent, même quand ils n'ont pas un sou? Parce qu'elle est gratuite pour nous. Parce qu'ils veulent qu'on la boive. Ils veulent qu'on s'habitue au goût. » « Au goût de quoi ?» La jeune femme prit la parole pour la première fois. Sa voix était basse, tremblante. « Au goût de nous. » Elle déplia le tissu qu'elle tenait. À l'intérieur se trouvait une bouteille de bière nausée, mais aussi quelque chose d'autre. Un petit flacon en verre contenant un liquide épais, presque noir, qui bougeait lentement comme du sirop. « Mon frère travaillait aux caves, » continua-t-elle. « Il m'a donné ça il y a 3 mois, juste avant de disparaître. Il l'a volé dans les réserves interdites. Il m'a dit « Fais analyser ça. Découvre ce qu'ils mettent dedans. » Ses mains tremblaient. J'ai trouvé un pharmacien à Lille qui a accepté de l'examiner. Il a refusé de me dire exactement ce que c'était. Il a juste dit... Il a dit que ça contenait des protéines humaines, des traces de sang,
de moelle. Le silence qui suivit était si dense que Théodore entendait son propre cœur battre contre ses côtes. « C'est impossible », murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Marguerite secoua la tête, réfléchit. Combien d'ouvriers ont disparu depuis que cette brasserie existe? Combien de familles ont reçu comme seule explication qu'il y avait eu un accident, qu'ils étaient partis sans prévenir, qu'ils avaient été renvoyés? Elle approcha de Théodore, ses yeux brillant dans la lumière de la bougie. Les Nozay sont respectés, riches, puissants. Personne ne les questionne, personne n'ose. Et ceux qui osent finissent dans la bière, compléta Auguste avec un rire amer. Théodore recula d'un pas, la nausée montant dans sa gorge. « Mon père, ton père a compris trop tard, » dit Marguerite. « Comme nous tous. Mais maintenant tu sais. Maintenant tu dois choisir. Tu continues à faire semblant, tu fermes les yeux, tu touches ton salaire et tu essaies de survivre. Ou quoi? La jeune femme rangea le flacon dans son tissu. Ou tu nous aides à prouver ce qui se passe ici, à trouver des preuves que même la famille Nozay ne pourra pas faire disparaître. » Théodore regarda les 3 visages tournés vers lui. 3 personnes qui avaient tout à perdre. 3 personnes qui avaient choisi de résister dans une ville où la résistance était une forme de suicide. « Comment ?» demanda-t-il simplement. Auguste sourit révélant des dents jaunies. « En faisant ce que Jules n'a pas pu faire, en descendant aux caves, en voyant de tes propres yeux et en rapportant la preuve. » La bougie vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs. Quelque part dans la brasserie, très loin en dessous d'eux, Théodore entendit ce même bruit métallique qu'il avait déjà perçu, long, creux, comme une porte qui se referme sur des secrets que personne ne devrait jamais connaître. Il pensa à son père, à la lettre inachevée, à tous ces noms barrés dans le registre. « Je le ferai, » dit-il enfin. « Dites-moi ce que je dois faire. » Marguerite posa une main sur son épaule. Ses doigts étaient froids comme de la pierre. « Que Dieu te pardonne, mon garçon, parce que si tu descends là-bas, tu ne remonteras jamais vraiment, pas entier. » Et dans la lueur tremblante de la bougie, Théodore vit quelque chose dans les yeux de Marguerite qu'il n'avait pas vu auparavant. Elle aussi était déjà descendue, et une partie d'elle était restée en bas. Les 3 jours suivants furent une agonie d'attente. Théodore continua son travail comme si de rien n'était, notant les températures, surveillant les cuves, avalant la soupe grise du réfectoire sans jamais toucher à la bière qu'on distribuait gratuitement aux ouvriers à la fin de chaque journée. Il observait les autres boire, leurs gorges se contractant, leurs yeux se fermant avec une expression qui ressemblait presque à l'extase. Et il voyait aussi ce qui venait après, cette fatigue qui s'installait, ce regard vide, cette docilité qui transformait des hommes en machines obéissantes. Marguerite lui avait expliqué le plan. Une fois par mois, les cuves des caves principales devaient être nettoyées et inspectées. C'était un travail dangereux, réservé aux ouvriers les plus fiables, ceux qui avaient prouvé leur silence, ceux qui ne posaient jamais de questions. Mais il y avait toujours besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour transporter les outils, tenir les lampes, évacuer les résidus. Marguerite connaissait l'un des contremaîtres, un homme nommé Dubois qu'elle avait soudoyé avec les dernières économies qu'elle avait réussi à cacher. Dubois inscrirait Théodore sur la liste des ouvriers pour la prochaine inspection. « Tu auras peut-être 2 heures, » avait-elle dit, peut-être moins. Le temps qu'il nettoie les cuves principales, tu pourras te glisser dans les sections interdites. Les portes sont marquées avec le sceau Nozay, le N entrelacé. C'est là que tout se passe. C'est là qu'ils emmènent ceux qui disparaissent. Et si on me découvre? Marguerite n'avait pas répondu. Son silence disait tout. Le jour de l'inspection arriva, un jeudi matin, gris et froid, avec une pluie fine qui transformait les rues en rivières de boue noire. Théodore se présenta à 6 heures devant la section des caves. Un groupe d'une dizaine d'ouvriers attendait déjà, portant des seaux, des brosses, des lanternes à huile. Dubois était là, un homme massif au visage rougeau qui distribuait les tâches d'une voix rauque de fumeur. « Lacombe », aboya-t-il en consultant sa liste. « Tu portes les lanternes. Tu suis Ferrand et tu fais exactement ce qu'il dit. Compris? Oui, monsieur. » Ferrand était un homme mince d'une 30aine d'années, au visage marqué par une cicatrice qui lui barrait la joue gauche. Il prit une des lanternes que Théodore portait et fit signe de le suivre. « Reste près de moi et ne traîne pas. » Ils descendirent. D'abord par l'escalier principal que Théodore connaissait, des marches en pierre qui menaient au premier sous-sol où se trouvaient les cuves de fermentation primaire. Puis par un deuxième escalier plus étroit, aux murs suintants d'humidité.
L'air devenait plus froid, plus épais. L'odeur de malt et de houblon cédait la place à quelque chose de plus âcre, un mélange de métal rouillé, de moisi, et de cette odeur douceâtre que Théodore connaissait maintenant, cette odeur qui faisait penser au sang. Ils atteignirent le deuxième sous-sol. Une vaste salle voûtée, où d'immenses cuves en cuivre et en acier s'alignaient comme les colonnes d'une cathédrale souterraine. La lumière des lanternes projetait des ombres mouvantes sur les murs humides. Des tuyaux parcouraient le plafond dans toutes les directions, certains vibrant légèrement, d'autres goûtant un liquide sombre que personne ne prenait la peine d'identifier. « On nettoie les cuves 3 et 4, annonça Ferrand, en désignant 2 énormes réservoirs au fond de la salle. « Ça va prendre 2 heures minimum. Toi, tu tiens les lanternes. Tu bouges pas. » Les ouvriers se mirent au travail. Ils ouvraient les trappes des cuves, plongeaient leurs brosses dans des seaux de lessive caustique, frottaient les parois intérieures en respirant à travers des chiffons noués sur leur visage. La vapeur qui montait des cuves était épaisse, presque solide, et elle avait une teinte verdâtre dans la lumière des lanternes. Théodore attendit. 5 minutes. 10 minutes. Ferrand était monté chercher plus de lessive. Les autres ouvriers étaient concentrés sur leurs tâches, le dos tourné. C'était maintenant ou jamais. Il posa doucement sa lanterne et se glissa vers le fond de la salle. Là, dissimulée derrière une cuve désaffectée, se trouvait une porte en fer. Le sceau nausée était gravé dans le métal, le N entrelacé dans un cercle brisé. La porte n'était pas verrouillée. Théodore tira la poignée. Elle s'ouvrit avec un grincement sourd. De l'autre côté, un couloir, étroit, les murs en pierre brute, le sol en pente descendante, pas de lampe. Juste une obscurité qui semblait avoir une texture, une densité. Théodore prit une des petites bougies qu'il avait cachées dans sa poche et l'alluma avec des mains tremblantes. Il avança. Le couloir descendait en spirale, comme un escalier sans marche. Les murs étaient couverts d'une condensation qui gouttait en permanence, formant des flaques noires sur le sol. Des portes apparaissaient de chaque côté, des portes métalliques numérotées, toutes fermées. Derrière certaines, Théodore entendait des bruits, des grincements, des chuintements. Un murmure constant, presque hypnotique, comme une prière récitée par des dizaines de voix à l'unisson. Il s'arrêta devant la porte numéro 7. Elle était entrebâillée. La lumière de sa bougie révéla une salle plus petite, aux murs carrelés de blanc, des tables en métal. Des instruments qu'il ne reconnut pas. Des scies, des pinces, des bocaux en verre contenant des liquides de différentes couleurs. Et sur l'une des tables, quelque chose de recouvert d'un drap taché. Théodore s'approcha. Sa main tremblait tellement qu'il faillit renverser sa bougie. Il attrapa le coin du drap et le souleva. Le cri qu'il voulut pousser mourut dans sa gorge. C'était un corps, ou ce qui restait d'un corps. Les membres avaient été séparés, disposés avec une précision chirurgicale. La peau avait été retirée par endroits, révélant les muscles, les tendons, les os. Mais ce qui glaça Théodore jusqu'à la moelle, c'était le visage. Jules. Les yeux ouverts. La bouche figée dans une expression qui n'était ni de douleur ni de terreur, mais quelque chose de pire, une résignation totale, comme s'il avait compris, à la fin, qu'il n'avait jamais eu le choix. Des tubes sortèrent de son corps, des tubes transparents dans lesquels circulait un liquide rouge sombre qui se mêlait à d'autres substances, du malt liquide, de la levure, des extraits de houblon. Un système de distillation complexe transformait le sang, les tissus en quelque chose de nouveau, en quelque chose qui serait mis en bouteille, en quelque chose que les gens boiraient sans jamais savoir. Théodore recula, la nausée le submergeant, sa bougie tomba, s'éteignit. L'obscurité l'engloutit, et dans cette obscurité, il entendit qu'une voix « Tu n'aurais pas dû venir ici ». Une lumière s'alluma, électrique, crue, aveuglante. Monsieur Bertrand se tenait dans l'encadrement de la porte, accompagné de 2 hommes en tablier taché. Son visage portait toujours ce sourire poli et vide, mais ses yeux étaient différents maintenant, froids, calculateurs. « Théodore Lacombe », dit-il doucement. Le fils de Marcel Lacombe. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour suivre les traces de ton père. Il entra dans la salle, ses chaussures claquant sur le carrelage humide. Ton père était curieux aussi. C'est une qualité admirable, mais dangereuse. Théodore chercha une issue. Il n'y en avait pas. Les 2 hommes bloquèrent la porte. Pourquoi? C'était tout ce qu'il parvenait à articuler. Pourquoi faire ça?
Bertrand soupira, comme un professeur déçu par un élève prometteur. « Tu ne comprends pas. La famille Nozaï ne fabrique pas simplement de la bière. Nous perfectionnons un processus qui remonte à 3 générations. Mon grand-père a découvert quelque chose pendant la guerre de 1870, quand les soldats mouraient dans les tranchées, quand leur corps se décomposait. La terre autour devenait riche, fertile. Tout ce qui y poussait avait une vigueur extraordinaire. Il s'est dit, pourquoi ne pas appliquer ce principe à autre chose? Pourquoi laisser la mort être un gaspillage? Il s'approcha de la table, caressa presque tendrement le drap qui recouvrait Jules. Nous transformons la mort en vie, en nourriture, en boisson. Les ouvriers qui meurent ici ne meurent pas vraiment. Ils continuent à nourrir leurs camarades, à donner de la force à ceux qui restent. C'est poétique, non? C'est de la folie. C'est de l'efficacité. Le ton de Bertrand se durcit. Tu crois que quelqu'un se soucie de la disparition d'un ouvrier? Tu crois que la police enquêtera? Nous employons 300 personnes dans cette ville. Nous payons les impôts. Nous faisons tourner l'économie. Nous sommes intouchables. Il fit un signe aux 2 hommes. Ils s'avancèrent vers Théodore. Tu vas rejoindre ton père, Théodore. Et dans quelques semaines, ta mère boira peut-être une bière en pensant à toi. Sans savoir qu'elle te porte littéralement à ses lèvres. N'est-ce pas une belle façon de rester ensemble? Les mains des hommes se refermèrent sur les bras de Théodore. Il se débattit, hurla, mais sa voix se perdit dans les profondeurs de la cave, avalée par l'épaisseur des murs, par le silence complice de cette ville qui avait appris à ne jamais poser de questions. On le traîna vers une autre porte, plus profonde encore, là où les machines ronronnaient en permanence, là où les corps devenaient des ingrédients. Et au moment où la porte se refermait derrière lui, Théodore vit quelque chose. Sur le mur du couloir, gravé dans la pierre humide, des noms, des dizaines de noms, des centaines. Et tout au bout, écrit d'une main tremblante, « Marcel Lacombe, 1885 ». Son père était passé par là. Son père avait su. Son père avait essayé d'avertir. Maintenant, c'était son tour de devenir un avertissement que personne ne lirait jamais. L'obscurité avait une texture. Épaisse, visqueuse, elle s'enroulait autour de Théodore comme un linceul humide. Il ne savait plus depuis combien de temps il était enfermé ici, des heures, des jours peut-être. Le temps perdait toute signification dans ce lieu où aucune lumière ne pénétrait, où seul le bruit constant des machines rythmait l'existence. On l'avait jeté dans une cellule. Pas plus grande qu'un placard, aux murs de pierre suintante, au sol couvert d'une paille moisie qui dégageait une odeur de pourriture. Ses mains étaient attachées devant lui avec des cordes si serrées qu'elles avaient entaillé ses poignets. Le sang séché formait une croûte qui tirait sur sa peau à chaque mouvement. Il avait hurlé au début, longtemps, jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure rauque. Personne n'était venu, personne ne viendrait. Il le savait maintenant. Mais dans le silence entre ses cris, il avait commencé à entendre autre chose. Des voix, faibles, lointaines, comme si elles remontaient des profondeurs de la terre elle-même. Des murmures qui formaient des mots, puis des phrases, puis des histoires. Les murs parlaient. La première voix qu'il entendit clairement fut celle d'un homme âgé, le ton éraillé par la souffrance. Je m'appelais Henri Dufour, 53 ans, marié, 3 enfants. J'ai travaillé à la brasserie pendant 26 ans. Un jour, on m'a demandé de descendre réparer une valve. Je ne suis jamais remonté. Ils m'ont dit que c'était un honneur, que mon sacrifice nourrirait mes camarades, que ma famille recevrait une pension. Ma femme a reçu 6 mois de salaire, puis plus rien. Mes enfants mendiant maintenant dans les rues. Théodore se recroquevilla contre le mur. « Ce n'est pas réel, murmura-t-il. C'est la faim, la peur. Ce n'est pas réel. » Mais la voix continua, rejointe par d'autres. Margot Lemoine. 17 ans. Ils m'ont embauché pour nettoyer les bureaux. Monsieur Nozay lui-même m'a fait descendre un soir. Il a dit qu'il voulait me montrer quelque chose. Il m'a enfermé ici pendant 3 jours, avant que la voix se brisa, devint un sanglot qui résonna dans toute la cellule. Paul Girard, 29 ans. Je voulais juste nourrir ma famille. Louise Bernard, 42 ans. Mon fils était malade. J'avais besoin d'argent pour le médecin. Thomas Renaud. 18 ans. C'était mon premier jour. Les voix se multipliaient, se superposaient, créant une litanie macabre des oubliés, des disparus, de ceux dont les noms n'apparaîtraient jamais dans aucun registre officiel. Théodore pressait ses mains contre ses oreilles, mais cela ne servait à rien. Les voix venèrent de partout, des murs, du sol, de l'air lui-même.
Et puis il entendit une voix qu'il reconnut. « Théodore !» Il se figea. « Papa ?»« Mon fils, tu n'aurais pas dû venir. » Les larmes coulèrent sur les joues de Théodore. J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de découvrir ce qui t'était arrivé. Et maintenant tu sais, comme j'ai su. Comme tous ceux qui sont descendus ici ont su. La vérité de ce lieu. La voix de son père était calme, presque apaisée. Ils nous transforment, Théodore. Ils prennent nos corps et en font leur richesse. Mais nos âmes restent piégées dans ces murs, dans la pierre, dans le métal. Dans chaque goutte de cette bière maudite. Comment est-ce possible? Parce que la famille Nozay n'a pas seulement découvert un processus industriel, ils ont réveillé quelque chose d'ancien, quelque chose qui dormait sous cette ville depuis des siècles. Les fondations de cette brasserie ne sont pas seulement en pierre, elles reposent sur d'anciennes catacombes, des lieux où l'on enterrait les pestiférés, les damnés, ceux que l'Église refusait de bénir. Le sol ici est gorgé de souffrance. Et la famille Nozay a appris à s'en nourrir. Théodore sentit le froid se répandre dans tout son corps. Alors nous sommes perdus. Pas encore. La voix de son père se fit plus forte. Il y a un endroit, plus profond encore, là où tout a commencé, là où se trouve le cœur de cette abomination, si tu peux l'atteindre, si tu peux le détruire. Comment? Je suis enfermé, attaché. Un silence. Puis, les murs se souviennent de tout, Théodore, même des passages secrets derrière toi. La pierre est plus mince. Si tu creuses... Théodore se retourna, tâtonna dans l'obscurité. Ses doigts rencontrèrent la pierre froide. Elle semblait solide, mais quand il appuya dessus, il sentit une légère souplesse, comme si le mortier qui liait les pierres s'était effrité avec le temps. Il commença à gratter avec ses ongles, puis avec ses dents quand ses doigts devinrent trop douloureux. La pierre s'effritait lentement, millimètre par millimètre. Ses mains saignaient. Ses ongles se brisaient. Mais il continuait. Les voix l'encourageaient maintenant, des dizaines de voix, des centaines, toutes celles qui étaient mortes ici et qui voulaient te voir leur souffrance vengée. Continue, tu y es presque. Pour nous, pour tous ceux qu'ils prendront encore si tu abandonnes. Après ce qui lui sembla une éternité, Théodore sentit la pierre céder. Un bloc se détacha, révélant une ouverture étroite. De l'air frais, ou aussi frais que possible dans ses profondeurs, s'engouffra dans la cellule. Il se glissa à travers l'ouverture, ses épaules frottèrent contre la pierre rugueuse, arrachant des morceaux de sa chemise et de sa peau. Mais il passa. De l'autre côté, un tunnel, ancien. Les murs étaient différents ici, pas de briques industrielles, mais de la pierre taillée, marquée de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Des ossements étaient enchâssés dans certaines parties des murs, comme si les bâtisseurs avaient voulu créer une mosaïque macabre. Théodore avança à tâtons. Le tunnel descendait en pente raide. L'air devenait de plus en plus froid, chargé d'une humidité qui pénétrait jusqu'aux os. Ses pieds nus glissaient sur le sol recouvert d'une substance visqueuse qu'il préférait ne pas identifier. Les voix l'accompagnaient toujours, formant maintenant une mélopée presque harmonieuse, comme un chant grégorien déformé. Elles le guidaient, lui indiquant où tourner, où éviter les pièges, des puits sans fond, des salles où les murs se refermaient lentement, des alcôves où attendèrent des choses qu'il ne voulait pas voir. Il ne savait plus depuis combien de temps il marchait quand il vit enfin une lumière, faible, verdâtre, pulsant comme un cœur. Le tunnel débouchait sur une vaste caverne naturelle. Le plafond se perdait dans l'obscurité, à des dizaines de mètres au-dessus, et au centre de la caverne, quelque chose qui défait toute logique, toute raison, un arbre, immense, tordu. Ses racines plongeaient profondément dans le sol rocheux, se répandant dans toutes les directions comme des veines. Son tronc était noir, recouvert d'une écorce qui ressemblait à de la peau brûlée. Et ses branches. Ces branches portèrent des fruits qui n'étaient pas des fruits, des corps. Suspendus par des cordons ombilicaux noirs, des dizaines de corps pendaient de l'arbre. Certains étaient frais, encore reconnaissables. D'autres n'étaient plus que des squelettes enveloppés de lambeaux de chair, et tous étaient reliés par des tubes transparents à un système complexe de tuyaux et de cuves qui alimentait la brasserie au-dessus. Au pied de l'arbre se tenait une silhouette, grande, vêtue d'un costume sombre impeccable. Quand elle se retourna, Théodore reconnut le visage de M. Édouard Nozay lui-même, le patriarche de la famille, un homme qu'il n'avait vu qu'une seule fois, lors d'une visite officielle de la brasserie. « Impressionnant, n'est-ce pas »
dit Nosei d'une voix douce, presque respectueuse. Mon arrière-grand-père l'a découvert en 1843. Il creusait les fondations de la brasserie quand il est tombé sur cette caverne. Cet arbre était déjà là, endormi. Mais quand le sang des ouvriers qui sont morts pendant la construction a touché ses racines, il s'est réveillé. Il s'approcha de l'arbre, posa une main sur l'écorce avec tendresse. Il se nourrit de nous, de notre essence. En échange, il nous donne une richesse éternelle. Chaque personne qui l'absorbe devient partie de notre produit. Et ce produit, il sourit. Ce produit crée une dépendance, subtile, douce. Les gens qui boivent notre bière reviennent toujours. Ils ne savent pas pourquoi, mais leur corps reconnaissent ce qui s'y trouve, l'essence de leur semblable. Théodore serra les poings. Vous êtes un monstre. Je suis un industriel pragmatique. Nosei haussa les épaules. La mort est inévitable. Je lui donne simplement un but, une utilité. C'est plus que ce que fait n'importe quelle église avec ses promesses vides. Il fit un geste, et deux hommes sortirent de l'ombre, les mêmes qui avaient capturé Théodore. Maintenant tu vas rejoindre l'arbre, et dans quelques semaines, des milliers de personnes te boiront sans le savoir. Tu deviendras immortel d'une certaine façon. N'est-ce pas mieux que de pourrir dans une tombe anonyme? Les hommes s'avancèrent. Théodore recula, cherchant désespérément une arme, une issue, n'importe quoi, et c'est alors qu'il entendit les voix, toutes ensemble. Un rugissement qui fit trembler les murs de la caverne. Maintenant, les pierres du plafond commencèrent à tomber. Les racines de l'arbre se tordirent, comme si elles étaient attaquées de l'intérieur. Les corps suspendus aux branches se mirent à bouger, leurs mâchoires s'ouvrant, libérant un cri silencieux qui résonnait dans toute la caverne. Les âmes piégées se rebellaient, et dans le chaos qui s'ensuivit, Théodore comprit ce qu'il devait faire. Il courut vers l'arbre, esquivant les pierres qui tombaient, les racines qui fouettaient l'air. Au pied du tronc se trouvait le cœur du système, une valve principale, d'où partaient tous les tuyaux qui alimentèrent la brasserie. Il n'avait pas d'outils, juste ses mains ensanglantées et sa rage. Il commença à arracher les tuyaux. Le sang noir de l'arbre jaillit comme une fontaine, l'éclaboussant, le brûlant, mais il ne s'arrêta pas. Derrière lui, Nosei hurlait des ordres. Mais ces hommes ne pouvaient plus avancer. Les âmes les retenaient, les griffaient avec des doigts invisibles, les tiraient vers le sol. Théodore arracha la dernière connexion. L'arbre poussa un cri, pas un son audible, mais quelque chose de plus profond, une vibration qui fit exploser les lampes, fissurer les murs, qui monta à travers tous les étages de la brasserie jusqu'au ciel gris de Roubaix. Les corps suspendus aux branches tombèrent, libérés enfin. Et l'arbre commença à se dessécher, à noircir, à se replier sur lui-même comme un poing qui se referme. La dernière chose que Théodore vit avant que la caverne ne s'effondre fut le visage de Nosei, déformé par la terreur, alors que les racines de son propre arbre l'entraînaient vers les profondeurs, l'engloutissant comme il avait englouti des centaines d'autres avant lui. Puis tout devint noir, le bruit de l'eau qui gouttait. C'était la première chose que Théodore entendit en reprenant conscience. Un bruit régulier, apaisant presque, qui le ramenait lentement vers la douleur. Tout son corps n'était qu'une masse de souffrance. Ses côtes brisées, ses mains mutilées, sa tête qui pulsait au rythme de son cœur. Il ouvrit les yeux. De la lumière, de la vraie lumière. Grise, froide, mais naturelle. Il était couché sur des décombres, des briques, des poutres brisées, du métal tordu. Au-dessus de lui, le ciel. Le plafond de la brasserie s'était effondré, ou peut-être était-ce tout le bâtiment, il ne savait pas, il ne savait plus rien. Des voix, humaines cette fois, vivantes. Il y en a un ici, vivant. Des mains le soulevèrent, douces, attentionnées. On le posa sur un brancard, il entrevit des visages, des pompiers, des médecins, des curieux qui observèrent les ruines fumantes de ce qui avait été la brasserie Nosei. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda quelqu'un. « Explosion. » Les cuves de fermentation. Tout le système a explosé. Combien de morts? On ne sait pas encore. Des dizaines. Peut-être plus. Théodore ferma les yeux. Il voulait parler, leur dire la vérité. Mais il n'avait plus de force. Les mots s'envolaient avant qu'il ne puisse les former. On le transporta. Hôpital, lit blanc, drap propre, pansement, morphine. Le monde devint flou, doux, irréel. Il resta à l'hôpital 3 semaines. Ses blessures cicatrisaient lentement. Ses mains ne retrouveraient jamais leur mobilité complète,
Ses côtes étaient ressoudées de travers, mais il était vivant. Sa mère venait le voir tous les jours. Elle ne posait pas de questions, elle s'asseyait simplement près de son lit, tenait sa main valide et pleurait en silence. Marguerite vint une fois. La deuxième semaine. Elle entra dans sa chambre à l'aube quand les infirmières changèrent d'équipe. Elle s'assit au bord du lit et posa une main sur son épaule. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. Auguste a vu. Il était dehors cette nuit-là. Il a vu l'effondrement. Il a senti quelque chose se briser, pas juste les murs. Quelque chose de plus profond, ses yeux brillaient. Les ouvriers, ceux qui buvaient la bière depuis des années, ils disent qu'ils se sentent différents, plus légers, comme si un poids qu'ils ne savaient même pas porter avait été retiré. Et Nozay? La voix de Théodore n'était qu'un murmure rauque. Disparu. Lui et tous les membres de sa famille, leurs corps n'ont pas été retrouvés dans les décombres. La police pense qu'ils ont fui avant l'explosion. Mais nous... Elle sourit tristement. Nous savons mieux. Elle se leva pour partir, puis se retourna. Ton père serait fier, tous ceux qui sont morts là-bas, ils peuvent enfin reposer. Après son départ, Théodore resta longtemps éveillé, fixant le plafond. Il n'entendait plus les voix. Le silence était total, paisible. Pour la première fois depuis des semaines, il dormit sans cauchemar. 2 mois plus tard, Théodore quitta Roubaix. Avec sa mère, ils prirent un train pour le sud, Marseille, aussi loin de cette ville industrielle que possible, aussi loin des briques noircies et des caves qui avalèrent les hommes. Il trouva du travail dans un petit atelier de menuiserie. Ses mains mutilées ne pouvaient plus faire de travail fin, mais il pouvait porter, assembler, vernir. C'était suffisant. Le soir, il s'asseyait sur le port et regardait la mer, cette immensité bleue qui n'avait rien à voir avec les ciels gris de son enfance. Et parfois, quand le vent soufflait d'une certaine façon, il croyait entendre la voix de son père, portée par les vagues. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils, maintenant vis. » Des années plus tard, un journaliste de Paris vint à Roubaix pour écrire un article sur les accidents industriels. Il interrogea des dizaines de personnes sur l'explosion de la brasserie Nozay. Les témoignages variaient. Certains parlaient d'une explosion de gaz, d'autres de sabotage. D'autres encore murmuraient des histoires plus étranges. Des voix entendues dans les ruines, des ombres qui bougeaient dans les décombres, une odeur persistante qui ne ressemblait à rien de naturel. La brasserie ne fut jamais reconstruite. Le terrain resta vide, entouré de chaînes et de panneaux d'interdiction. Les gens évitaient de passer par là, surtout la nuit. Les enfants racontaient que si on écoutait bien, on pouvait encore entendre les machines tourner sous la terre. Mais personne ne descendait vérifier. Personne n'osait plus. Dans un petit appartement de Marseille, un homme d'une 40aine d'années, Théodore, plus vieux maintenant, les cheveux grisonnants, le dos voûté par le travail, s'asseyait à sa table et écrivait. Il écrivait tout ce qui s'était passé, chaque détail, chaque horreur, chaque nom qu'il avait entendu dans les caves. Il ne savait pas si quelqu'un lirait un jour ces pages, peut-être que personne ne le croirait, peut-être que son récit serait classé parmi les délires d'un homme traumatisé. Mais il devait l'écrire, pour ceux qui n'avaient jamais pu raconter leur histoire, pour ceux dont les noms avaient été effacés des registres, pour ceux qui étaient devenus des ingrédients dans une recette maudite. Il écrivit jusqu'à l'aube, puis il plia les pages, les glissa dans une enveloppe cachetée et inscrivit dessus « À ouvrir seulement si je disparais ». Il confia l'enveloppe à sa mère. Elle la prit sans un mot, la serra contre son cœur et la cacha dans le même endroit où elle avait conservé la dernière lettre de son mari. Les secrets avaient une façon de survivre, même quand ceux qui les portaient mouraient. Des décennies passèrent, Roubaix changea. Les usines fermèrent les unes après les autres. Les ouvriers partirent, les rues se vidèrent. Le terrain de l'ancienne brasserie resta vide, devenant peu à peu une légende urbaine, un endroit que les adolescents osaient visiter pour se prouver leur courage. Mais la terre n'oubliait pas. Et parfois, très rarement, quelqu'un creusait trop profond en construisant un nouveau bâtiment, et il trouvait quelque chose, des os, des tuyaux rouillés, des fragments de verre marqués du sceau Nozay. Et dans ces moments-là, pour ceux qui savaient écouter, on pouvait encore entendre les voix, pas en colère, pas en douleur, juste en paix, enfin libérés de l'arbre qui les avait retenus pendant si longtemps, enfin autorisés à raconter leur histoire, même si personne n'était plus là pour l'entendre. Fin. Certaines histoires ne meurent jamais. Elles s'enfoncent simplement dans le sol et attendent le moment où quelqu'un sera assez courageux ou assez fou
pour les déterrer.